Bienvenue dans notre exploration du jour. On part pour Taipei, et plus précisément dans le district de Zhongzheng. Mais attention, on ne va pas faire une simple visite touristique. Non, pas du tout. Il faut voir ça plutôt comme une plongée dans les différentes couches de l'histoire taïwanaise. Un peu comme des archéologues. C'est une excellente image. Et les sources qui nous ont été fournies nous guident à travers 5 récits, souvent invisibles, qui se cachent derrière les monuments les plus connus du quartier. Notre mission, en quelque sorte, est comprendre comment des lieux, qui ont été conçus pour célébrer un pouvoir autoritaire, sont devenus les témoins et même les acteurs de la lutte pour la démocratie. Absolument. Et ce n'est pas une métaphore. Ce district est un véritable champ de bataille pour la mémoire collective. Ce n'est pas juste un centre administratif avec de jolis bâtiments. C'est plus profond que ça. Beaucoup plus. Chaque place, chaque rue, chaque façade est un enjeu dans la guerre des récits qui se joue aujourd'hui à Taïwan. Les sources montrent bien comment ces lieux documentent en silence un parcours hyper complexe. De la colonisation japonaise au régime autoritaire du Kuomintang jusqu'à la transition démocratique. Toute notre discussion va tourner autour de cette transformation, comment des vestiges autoritaires peuvent devenir des témoins démocratiques. Alors, commençons par le plus spectaculaire de ces vestiges. Premier récit, le mémorial national Chiang Kai-shek, aujourd'hui rebaptisé Place de la Liberté. Oui. Quand on arrive devant, on est écrasé par l'architecture. C'est grandiose, parfaitement symétrique, avec ce grand toit bleu. Octogonal, oui. Tout est fait pour imposer le respect et incarner le culte de la personnalité d'un leader. C'est une idéologie qui s'est faite pierre et marbre, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est comme si le pouvoir s'imprimait directement dans la pierre. Et ce qui est fou, c'est le timing de sa construction. Le mémorial a été achevé en 1980, juste avant le début de la transition démocratique. Ah oui, juste avant. C'est en quelque sorte le dernier grand dinosaure architectural de l'ère autoritaire. La dernière affirmation d'un ordre politique qui était sur le point de s'effondrer. C'est pour ça que sa transformation est si compliquée aujourd'hui ? Justement. Il y a une contradiction totale entre sa raison d'être originelle et les valeurs de la société actuelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cet espace, pensé comme le symbole ultime du pouvoir, est devenu la scène des plus grands mouvements démocratiques de Taïwan. C'est une ironie incroyable. L'exemple le plus fort, c'est le mouvement étudiant des Lits sauvages, en 1990. Il faut imaginer des milliers d'étudiants en grève de la faim ici même, sous le regard de la statue du dictateur pour exiger des réformes. L'image est d'une puissance. Incroyable. Et depuis, la place n'a jamais cessé d'être le cœur de la contestation. Pour les droits humains, le mariage pour tous, ou pour soutenir Hong Kong. Ce phénomène est directement lié à ce qu'on a appelé la révolution tranquille de Taïwan. D'un côté, c'est formidable, ça a évité un bain de sang. Oui. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en l'absence de rupture violente, les comptes avec le passé autoritaire n'ont jamais été totalement soldés. Ah, donc la place, c'est devenu une sorte de tribunal public, là où les comptes n'avaient pas été réglés officiellement ? C'est une excellente façon de le dire. Les citoyens ont utilisé son ouverture physique pour combler ce vide. Ils ont mené une sorte d'occupation démocratique de l'espace pour en renverser le sens. On passe de la commémoration d'un homme Au témoignage de la volonté du peuple. Il y a une sorte de loi physique de la contestation ici. Plus l'architecture est monumentale, plus la voix de la rébellion est forte. Et pour la personne qui visite aujourd'hui, il y a une expérience fascinante à faire. Il ne faut pas se contenter de regarder l'immense statue. Il faut descendre dans les couloirs du mémorial. Le contraste est saisissant. En haut, le culte du leader. En bas, dans les galeries, on trouve des expos sur l'histoire de la démocratie, sur les victimes de la répression. C'est une volonté très claire de retourner complètement le sens de cet endroit. Marcher sur cette place, ce n'est pas juste visiter un monument, c'est fouler un sol imprégné des luttes de toute une génération. On vient de voir la démocratie s'exprimer de manière explosive sur la plus grande scène de la ville. Mais les sources nous emmènent aussi vers une forme de résistance beaucoup plus silencieuse, presque invisible. Oui, c'est le deuxième récit et il est beaucoup plus intime. On va dans la rue Guling. Les librairies. C'est ça. L'histoire commence juste après la Seconde Guerre mondiale. Les colons japonais voient repartir en catastrophe. Ils vendent de ce qu'ils peuvent, et notamment leurs livres. Et la rue devient un marché du savoir. Une sorte de marché aux puces de la culture, avec une densité incroyable. Sauf qu'on est en pleine période de la terreur blanche. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire vivre dans la peur. Le régime nationaliste a instauré une censure politique et une chasse aux sorcières intellectuelles d'une brutalité extrême. Posséder le mauvais livre, lire le mauvais auteur, pouvait vous envoyer en prison. Ou pire. Et dans ce climat ?
Dans ce climat, ces librairies d'occasion sont devenues une zone grise. Un des rares endroits où des livres et des idées interdits pouvaient discrètement survivre et circuler. C'était bien plus que des commerces. C'était des refuges pour les intellectuels où la pensée pouvait encore respirer, mais à voix basse. Une de nos sources raconte l'histoire de la librairie Songlin, qui existe depuis plus de 70 ans. C'est très touchant. Les descendants du fondateur expliquent qu'ils ne voient pas ces vieux livres comme de simples objets à vendre. Non, c'est un héritage. Ils disent que c'est un héritage de sang et de larmes. Chaque livre représente un risque pris, une histoire de persévérance. C'est la matérialisation de la résistance intellectuelle. Le savoir était une arme, et ces libraires en étaient les gardiens discrets. Ils devaient développer un sixième sens, savoir à qui ils pouvaient vendre un livre interdit, repérer les informateurs. Chaque vente était un acte de courage. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut encore ressentir cette atmosphère. Si on veut trouver un trésor caché, il faut absolument visiter une de ces dernières librairies, comme Songlin. Les sources décrivent une expérience presque sensorielle. Oui, il faut s'imaginer la chaleur moite de l'été à Taipei, une musique classique qui flotte, l'odeur du café qui se mélange à celle du vieux papier, Et tout autour, des étagères qui craquent sous le poids des livres. où les grands classiques confucéens sont posés juste à côté de Kant et Hegel. C'est une immersion dans le temps, un hommage à ce courage tranquille. Après la résistance silencieuse, notre troisième récit nous fait basculer dans un chapitre beaucoup plus sombre. Celui de la persécution. On se déplace à l'hôpital universitaire national de Taïwan, un lieu de science, de soins, qui est aussi devenu tragiquement un lieu de répression. C'est une histoire terrible. À l'époque, une bonne partie de l'élite médicale taïwanaise, souvent formée à l'étranger, avait une conscience sociale très forte. Ils voyaient la corruption, la violence du régime, et beaucoup se sont engagés en politique pour dénoncer ça. Il y a là une ironie tragique qui est au cœur de ce récit. Ces médecins, formés pour sauver des corps, se sont sentis moralement obligés d'essayer de sauver le corps social. Ils voyaient la société comme un patient malade. Exactement. Mais le régime, lui, il les voyait comme une tumeur à éradiquer. En tant qu'élite intellectuelle respectée, ils représentaient une menace existentielle. Il fallait les neutraliser en priorité. Et les exemples donnés dans nos sources sont glaçants. Au lieu de lister des noms, prenons une seule de ces histoires pour comprendre le drame humain, celle de Guo Xiukong. Un chirurgien brillant. Respecté de tous à l'hôpital. Il n'était pas un politicien de carrière, mais il ne pouvait pas se taire face à l'injustice. Et donc, En 1950, il est arrêté et exécuté. D'autres ont dû fuir en exil. Des vies brisées, sacrifiées pour leurs convictions. c'est un classique des régimes totalitaires. En éliminant des gens comme lui, le pouvoir ne fait pas que se débarrasser d'opposants. Il ampute le pays de son propre avenir, il décapite son élite intellectuelle. La perte pour Taïwan a été incalculable. Pour celui qui veut se recueillir aujourd'hui, les sources suggèrent une expérience très forte. Une sorte de pèlerinage en deux temps. D'abord, une promenade contemplative autour du magnifique bâtiment en briques rouges de l'ancien hôpital. Sentir le poids de l'histoire. C'est ça. Et ensuite, continuer à pied jusqu'au parc mémorial de la paix 228, qui est juste à côté. C'est une façon de relier le lieu du crime au lieu de la mémoire. Et de réfléchir très concrètement au coût de la liberté. On a parlé des individus, mais maintenant, élargissons la perspective. Le quatrième récit s'intéresse aux formes du pouvoir. Comment il s'inscrit dans la ville? Le district est délimité par les anciennes portes de l'époque Qing, des symboles de pouvoir militaire. Mais nos sources nous pointent vers un autre bâtiment qui représente un pouvoir bien plus moderne et insidieux. L'ancien bureau du monopole. Avec son architecture art déco en forme de V et sa haute tour, très reconnaissable. Et ce bâtiment, il n'est pas juste un bel exemple d'architecture. Il faut comprendre sa fonction. Sous l'ère japonaise, il servait à contrôler toutes les ressources stratégiques du pays. Le sel, le tabac, l'opium, l'alcool. C'était le centre névralgique du contrôle économique. D'accord. Après la guerre, le gouvernement nationaliste hérite de ce système et va l'utiliser, selon nos sources, de manière prédatrice. Il monopolise tout, envoie les ressources en Chine pour la guerre civile, et en parallèle, il fait tourner la planche à billets. Attendez, ça veut dire que le massacre du 28 février, l'un des plus grands traumatismes de Taïwan, trouve en partie son origine dans ce bâtiment, dans une histoire de taxe sur les cigarettes? Exactement. Ça a provoqué une inflation galopante et une misère noire pour la population, Et c'est cette misère. qui a été l'étincelle de la colère populaire qui a mené à l'incident du 28 février.
Tout a commencé par une dispute entre une vendeuse de cigarettes de contrebande et des agents du monopole. C'est dingue. Ce qui est fondamental à comprendre ici, c'est que l'oppression économique est le carburant de la violence politique. Ce bâtiment, c'est le symbole de la pression qui a fait exploser la société. Du coup, l'expérience à faire sur place, c'est une sorte de lecture du paysage urbain. Se poster devant le bureau du monopole et le comparer aux anciennes portes de la ville. D'un côté, le pouvoir militaire, de l'autre, le pouvoir économique, bureaucratique. Deux architectures, deux époques, mais la même logique de domination. Après toutes ces histoires de pouvoir, de violence, les sources nous montrent une autre voie, plus douce, pour notre 5e et dernier récit. On passe du conflit à l'apaisement. De la confrontation à la coexistence. Pour ça, il faut s'aventurer dans les quartiers de dortoirs de style japonais, comme ceux de la rue Kidong, Ce sont des poches de calme, des capsules temporelles. qui tranchent radicalement avec les grands monuments politiques, c'est ça? C'est une tendance fascinante qu'on observe ici, une sorte de dépolitisation de l'espace. Ces résidences, qui étaient des logements pour les fonctionnaires coloniaux, puis pour les cadres du régime nationaliste, sont aujourd'hui réinvestis pour devenir des lieux de culture. Ah oui, La rue Kidong, par exemple, abrite la base de la littérature taïwanaise. Ailleurs, on trouve des salons de thé, des ateliers d'artisanat. C'est une approche très subtile pour traiter les blessures de l'histoire. On ne détruit pas, on transforme. les sources utilisent une métaphore magnifique pour décrire ce processus. Dans un de ces quartiers, on peut voir un vieux banyan, un arbre typique, dont les racines aériennes ont lentement, au fil des décennies, complètement enlacé un palmier royal. Qui, lui, est un symbole de l'urbanisme japonais. Et les deux arbres vivent maintenant en symbiose. C'est l'image parfaite de la manière dont les cultures multiples de Taïwan apprennent à coexister, à s'entremêler sur les vestiges du passé. C'est un symbole très puissant de résilience et d'hybridation culturelle. Au lieu de raser le passé, la société choisit de l'intégrer, de le faire dialoguer avec le présent pour créer quelque chose de nouveau, C'est une philosophie de la coexistence. qui tranche radicalement avec la logique de domination qu'on a vue dans les autres récits. L'ultime trésor caché est donc une invitation à ralentir. On nous suggère de pratiquer le voyage lent. Flâner sans but dans la rue Kidong, visiter la base de la littérature, s'asseoir dans un café. Il s'agit de ressentir physiquement ce contraste apaisant. Entre ces espaces de guérison et les monuments écrasants. C'est peut-être là qu'on trouve une autre facette de l'âme de Taipei. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Ces 5 récits, mis bout à bout, dessinent un portrait incroyablement riche et complexe de ce district. Complètement. On a les grandes scènes du pouvoir, les poches de résistance culturelle, les lieux de traumatisme et enfin, ces espaces de résilience. Ce que ce quartier nous enseigne, c'est une leçon vivante sur ce qu'est le développement démocratique. Sa force ne réside pas seulement dans les grandes déclarations. Elle est dans la capacité de la société civile à se réapproprier activement ces espaces pour leur donner un nouveau sens. Transformer une place de dictateur en agora. Voilà, transformer des maisons de fonctionnaires en centres littéraires, tout ça relève d'un véritable projet de réparation sociale qui est constamment à l'œuvre. Et ça change complètement l'expérience du voyageur. Parcourir Zhongzheng avec ses clés de lecture, ce n'est plus du tourisme. Non, C'est une participation, même silencieuse, à cette réinterprétation du passé. C'est comprendre le prix de la liberté en marchant dans les rues où elle a été gagnée. et je voudrais finir avec une pensée pour la route. L'objectif, on l'a dit, c'est de transformer les vestiges autoritaires en témoins démocratiques. On répare, on transforme, c'est formidable. Oui, Mais ça soulève une question qui reste ouverte. Quand une société se réapproprie ces espaces de cette manière, est-ce qu'elle guérit vraiment son histoire ou est-ce qu'elle se contente d'écrire un nouveau chapitre par-dessus l'ancien en le laissant intact en dessous? Et surtout, est-ce que ça suffit?